Deux chiffres se heurtent violemment. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du Burkina Faso au premier trimestre. Pourtant, les rapports confirment une baisse de 35% des offensives au délai dernier. Ce contraste brutal révèle un pays suspendu entre l'effondrement annoncé et une stabilité fragile, qui tente malgré tout de s'imposer au milieu des ruines, encore fumantes. Face à cette tension silencieuse, que signifie réellement l'apparition d'Ibrahim Traoré auprès des troupes plutôt qu'à distance? Un seuil s'ouvre, provisoire mais décisif. Au milieu d'un pays encore marqué par les attaques répétées et les villages désertés, une promesse s'élève, discrète mais tenace: reconstruire ce qui semblait perdu. Cette orientation offre un bénéfice tangible pour la population, une perspective réelle de stabilité retrouvée. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple stratégie militaire. C'est une tentative de redonner cohésion, souffle et direction à une nation trop longtemps ballottée par la peur et l'incertitude. Les premiers résultats, modestes mais visibles, nourrissent en l'espoir d'un basculement durable. À mesure que les routes vitales rouvrent, que les puissants sont réparés et que les écoles reprennent vie, une certitude fragile prend forme. La survie collective dépend désormais d'un effort partagé entre soldats, volontaires et civils engagés. Une question s'impose alors, tranchante comme un rappel vital. Qui soutiendra cette dynamique si elle vacille? Cette interrogation constitue le cœur du risque, car chaque avancée repose sur un équilibre précaire, vulnérable aux offensives soudaines, né comme aux tensions internes encore vives. Pourtant, dans cette zone d'incertitude, une fenêtre apparaît, étroite mais réelle. Les premières données dévoilées par les rapports militaires annoncent une évolution inattendue. Malgré plus de 60 attaques recensées au premier trimestre 2025, une diminution de 35% est observée sur la période suivante. Cette rupture apparente dans le rythme de la violence ne pointe pas vers la paix, mais vers un rééquilibrage fragile qui redéfinit les lignes de front jour après jour. Dans cette bascule encore instable, le Burkina Faso avance entre résistance et épuisement, rythmé par les villages abandonnés, les routes meurtries et les traces persistantes des combats. Le pays se tient au bord d'un gouffre, mais refuse d'y basculer. C'est ici que l'engagement des soldats réguliers et des volontaires pour la défense de la patrie prend tout son sens. Une armée composite, où civils et militaires partagent la même poussière, les mêmes risques, parfois les mêmes pertes. Le Premier ministre, Remlan Emmanuel Vrogo, le sait bien lorsqu'il traverse silencieusement le camp de Tenko, ses bottes marquant la terre sèche, où des hommes épuisés demeurent tout de même debout. Dans ce décor brut, les gestes remplacent les discours. Une présence plus qu'un programme, un rappel que la survie nationale n'est pas une abstraction politique, mais une réalité vécue au quotidien, au milieu des ruines. Ce qui se joue ne se limite pas à la reconquête de territoire. C'est la lutte pour une identité, une dignité, une cohésion mise à l'épreuve par des années de peur et de fragmentation. Chaque escarmouche, chaque repli, chaque avancée, si minime soit-elle, devient une pièce de ce puzzle instable. La stratégie émergente ne repose donc pas uniquement sur la force militaire, mais sur une conviction partagée. L'État doit exister dans chaque citoyen, à travers des actes visibles de présence, de protection et de reconstruction. C'est dans cet esprit que l'apparition régulière d'Ibrahim Traoré parmi les soldats prend une valeur symbolique, moins un geste d'autorité qu'un rappel que la reconstruction commence toujours au plus près de ceux qui paient le prix le plus lourd. Dans la poussière dense des zones libérées, les premières scènes de reconstruction révèlent des figures silencieuses qui guident l'effort collectif bien plus efficacement qu'un long discours. Parmi elles, des soldats exténués et des volontaires civils qui, malgré les blessures et la fatigue, maintiennent les positions reprises au prix de semaines d'efforts acharnés. Leur présence constante crée un point d'ancrage décisif pour des communautés encore vulnérables aux incursions et aux doutes. Autour d'eux, deux situations illustrent cette transformation encore fragile.
Dans un village vidé par les attaques répétées, quelques familles reviennent planter les premières graines derrière les lignes sécurisées. Un geste minimal, mais chargé d'espoir. Ailleurs, un groupe de VDP, constitué d'enseignants et d'agriculteurs, retape un puits effondré, permettant à plusieurs dizaines de personnes d'accéder à nouveau à une eau indispensable. Ces initiatives, modestes en apparence, réinjectent une forme d'élan vital dans des espaces meurtris. Ces micro-réparations dessinent un fil conducteur clair. La reconstruction ne procède pas d'une décision centrale unique, mais s'enracine dans la somme d'efforts dispersés, parfois improvisés, souvent épuisants. Les responsables gouvernementaux le comprennent lorsqu'ils se déplacent dans les camps, non pour proclamer des victoires, mais pour valider la réalité des engagements pris. Dans ce rôle, la présence des leaders au milieu des hommes façonne une dynamique nouvelle. Elle relie la stratégie au terrain et transforme l'action militaire en acte de cohésion. À travers ces gestes, un principe se clarifie lentement, mais sûrement. La survie commence toujours par le terrain. Tout commence lorsque les attaques se multiplient dans l'est du Burkina Faso, frappant village après village, forçant des milliers voire de familles à fuir et laissant derrière elles des routes brisées et des marchés silencieux. Le pays, déjà fragilisé par des années de violence, traverse une phase où chaque journée semble annoncer un nouveau revers. Les premières escarmouches ne sont pas seulement des affrontements armés. Elles sont les signes avant-coureurs d'un basculement plus profond, où la peur se mêle à la fatigue et où la cohésion nationale paraît vaciller. Les forces régulières, confrontées à des groupes ennemis mobiles et déterminés, peinent parfois à protéger les axes essentiels, et la population s'enfonce dans un sentiment d'isolement croissant. Puis survient le moment de rupture. Les attaques atteignent une intensité telle que plusieurs localités tombent temporairement sous la pression insurgée, contraignant l'armée à revoir sa stratégie. C'est ici que les volontaires pour la défense de la patrie, formés dans l'urgence, prennent une importance décisive. Leur mobilisation massive change la donne. Ils renforcent les lignes, réoccupent les zones perdues et stabilisent des territoires que l'armée seule n'aurait pu tenir. Le général Margaro, à la tête des opérations, réorganise les unités, sécurise les positions clés et ouvre la voie à une réappropriation progressive des routes stratégiques. En parallèle, les drones fabriqués localement entrent en action, identifiant plus d'une centaine de camps ennemis en quelques mois, réduisant les pertes militaires comme civiles. Ce basculement marque le point culminant d'une dynamique chaotique où l'État reprend l'initiative. Les troupes avancent, les villages désertés commencent à se repeupler, et la communication entre les régions se rétablit. Un cycle inverse s'enclenche. Là où régnait l'abandon, renaît une forme de mouvement. Les écoles rouvrent leurs portes dans les zones sécurisées. Les puits reparus ramènent de l'eau potable dans des communautés entières, et les axes principaux, longtemps coupés, reprennent vie. Cette progression n'efface pas les traces profondes du conflit, mais elle crée une brèche, une possibilité concrète d'un renversement durable. Le temps des répercussions arrive ensuite. Elles se lisent dans les visages fatigués des soldats qui maintiennent les positions reconquises, dans les villages où les familles reviennent sans savoir si l'instant de répit durera, dans les marchés où quelques étals réapparaissent timidement. Le conflit, bien qu'en recul, laisse derrière lui une économie affaiblie et plus de 150 morts en quelques mois. Les pertes matérielles se chiffrent en centaines de millions de dollars, freinant la reprise et accentuant la vulnérabilité des zones rurales. Pourtant, malgré ces difficultés, un mouvement se dessine. Les communautés comprennent que la reconstruction ne dépend pas d'une seule victoire militaire, mais d'un effort partagé et prolongé. Un détail retient l'attention. Ce redressement fragile n'est pas né d'un geste spectaculaire, mais d'une accumulation de décisions, d'initiatives locales, d'actes souvent invisibles. C'est cette addition d'efforts, dispersés mais convergents, qui a permis de contenir l'effondrement. Au fond, une certitude s'esquisse.
Le tournant tient à la persistance. La progression la plus lisible apparaît lorsqu'on mesure l'écart entre la situation initiale et les résultats récents. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du pays en 3 mois, mais les rapports confirment une diminution de 35% au trimestre suivant. Cette variation constitue un premier indicateur d'un ralentissement réel du rythme offensif, même si le niveau de menace demeure élevé. Elle signale une dynamique émergente, où les opérations coordonnées commencent à perturber l'emprise des groupes insurgés sur plusieurs zones frontalières. Le deuxième repère tangible concerne la réappropriation du territoire. Environ 70% des routes stratégiques, autrefois sous contrôle insurgé, ont été rétablies et sécurisées. Ce pourcentage n'exprime pas seulement une avancée militaire, il indique une reprise progressive des circulations vitales pour les marchés, les villages et les convois humanitaires. Les axes libérés deviennent des artères par lesquelles transitent non seulement les troupes, mais aussi les signes timides d'un retour à la vie quotidienne. Le troisième indicateur reflète l'implication citoyenne. Plus de 100 000 bénévoles ont été formés au sein des volontaires pour la défense de la patrie à la fin du premier semestre de 2021. Ce volume impressionnant montre combien la mobilisation populaire contribue à renforcer les capacités locales, là où l'armée, isolée, aurait difficilement tenu. Les communautés transforment ainsi la défense en un projet partagé, mêlant sécurité, entraide et reconstruction immédiate. Ces 3 nombres, mis bout à bout, permettent d'esquisser une cartographie nouvelle de la stabilité relative. Les zones entièrement coupées du reste du pays ne sont plus aussi nombreuses, et les retours progressifs des familles dans certains villages témoignent d'un changement d'atmosphère, même timide. Les écoles rouvertes, les puits restaurés et la présence accrue des unités mixtes renforcent également la perception d'un déplacement de l'équilibre. Cependant, ces résultats doivent être lus avec prudence. La baisse des attaques ne garantit pas une tendance durable, et la reprise des routes stratégiques demande une protection constante, car les insurgés conservent une capacité de nuisance significative. Quant au rôle des volontaires, il reste essentiel, mais leur formation accélérée et leur épuisement croissant posent la question de la continuité à long terme. L'entrée en scène des drones fabriqués localement ajoute une couche supplémentaire à cette dynamique quantitative. En détectant plus d'une centaine de camps ennemis en quelques mois, ils ont offert à l'armée un avantage décisif dans les zones difficiles d'accès. Cette surveillance aérienne soutient la défense tout en réduisant les risques pour les patrouilles terrestres. Pour autant, la réalité demeure contrastée. Les pertes humaines dépassent 150 morts sur la période récente, et les dommages économiques sont estimés à plus de 500 millions de dollars, fragilisant sévèrement les régions aussi éloignées. Ce contexte explique pourquoi, malgré les améliorations mesurées, l'atmosphère reste lourde, tendue entre reconstruction et incertitude. L'ensemble de ces données dessine un paysage où chaque avancée reste conditionnée par la capacité à maintenir l'effort. La reconstruction ne progresse que parce qu'un réseau complexe de décisions, d'actions et de sacrifices soutient chaque point de stabilité. Ici, les chiffres ne racontent pas une victoire, mais une résistance organisée. Les critiques les plus récurrentes soulignent que l'orientation actuelle du Burkina Faso vers une défense largement communautaire risque d'installer une militarisation profonde de la société. Selon ce premier point de vue, la multiplication des unités locales et l'implication de civils armés pourraient affaiblir les institutions traditionnelles, brouiller les responsabilités et créer des tensions internes durables. Pour ces observateurs, la frontière entre sécurité et autorité devient trop floue, surtout lorsque les volontaires jouent un rôle plus visible que les structures étatiques elles-mêmes. Ils rappellent également que la dépendance à des technologies émergentes, comme les drones, pourrait accentuer une forme de guerre asymétrique difficile à canaliser. Un second argument, opposé au premier, affirme au contraire que la survie du pays dépend précisément de cette mobilisation large. Les partisans de cette thèse estiment que les volontaires pour la défense de la patrie
ne sont pas des milices incontrôlées, mais des citoyens qui refusent de laisser leur territoire sombrer. Là où les attaques sont vidées les villages et paralysées les marchés, leur présence constitue un filet de sécurité indispensable. Ceux qui défendent cette ligne rappellent que les 60 attaques de début de 20 n'ont pas entraîné l'effondrement complet du pays, en partie grâce à l'engagement direct de ces bénévoles. Ils insistent sur le fait que cette organisation diffuse a permis de rétablir près de 70% des routes stratégiques, un résultat hors de portée pour l'armée seule dans un contexte aussi tendu. Face à ces deux positions, une réponse nuancée se dessine à partir des données disponibles. Les chiffres montrent clairement que la baisse de 35% des offensives récentes et la détection de plus d'une centaine de camps ennemis grâce aux drones ne reflètent pas seulement une réussite militaire, mais un système hybride où civils et soldats agissent de manière complémentaire. L'argument des risques institutionnels reste valable, mais il doit être replacé dans une réalité où le pays a évité l'effondrement grâce à une mobilisation collective devenue incontournable. La question n'est donc pas de choisir entre militarisation ou participation citoyenne, mais de comprendre comment structurer durablement cette coopération sans qu'elle ne devienne une source future de fragilité. Un basculement discret apparaît. Jusqu'ici, les avancées semblaient n'être que des réponses urgentes aux attaques successives, mais un changement plus profond se révèle au milieu des zones reprises. Dans plusieurs villages récemment sécurisés, ce ne sont plus les patrouilles qui donnent le rythme, mais les gestes du quotidien qui reviennent presque malgré eux. Ce contraste subtil marque un tournant. La population cesse de percevoir la sécurité comme une parenthèse fragile et commence à l'intégrer comme une possibilité durable, même si tout peut basculer en quelques heures. À Tenko, les soldats et les VDP remarquent que les habitants reviennent. Avant même la fin complète des opérations de déminage, signe que la peur n'a plus la même emprise. Cette inversion, minuscule dans son apparence, reconfigure pourtant la dynamique générale. Les forces ne sont plus seules à porter la reconstruction. La société s'y agrège spontanément. Ce glissement, presque imperceptible, remonte jusqu'aux décideurs. Il montre que, malgré la violence persistante, quelque chose d'autre circule, une volonté d'exister en dehors du conflit. Et cette volonté oblige à penser la suite autrement, car une population qui recommence à vivre modifie l'allure même de la guerre. Les transformations en cours au Burkina Faso se lisent d'abord chez les populations des zones rurales, premières touchées par les attaques et premières bénéficiaires des zones sécurisées. Dans ces espaces longtemps isolés, la réouverture des routes stratégiques change profondément le quotidien. Les déplacements, quasi impossibles il y a encore quelques mois, redeviennent praticables pour les cultivateurs, les commerçants et les familles déplacées. La réparation de plus de 300 puits offre également un soulagement majeur aux communautés rurales, qui retrouvent une source d'eau stable après des années de précarité. Ce retour progressif à des fonctions vitales n'efface pas les cicatrices de la guerre, mais redonne une marge d'autonomie indispensable au village. Le deuxième groupe touché est celui des travailleurs économiques, à commencer par les artisans et les petits commerçants dont les activités dépendaient des axes de transport désormais rétablis. Les pertes estimées à plus de 500 millions de dollars ont plongé de nombreuses familles dans l'incertitude. Mais la réduction de 35% des attaques et la sécurisation de près de 70% des routes recréent un environnement plus propice aux échanges. Dans les marchés ayant rouvert, même timidement, le simple retour des étals symbolise une respiration économique. Les écoles réouvertes dans les zones stabilisées ajoutent un autre effet. Les parents, rassurés par la présence des forces locales et des VDP, peuvent reprendre des activités productives. Le troisième groupe est constitué des populations déplacées, estimées à plus de 2 millions de personnes, dans les zones frontières et les camps improvisés. Pour elles, les effets restent contrastés. Les retours demeurent limités mais croissants. Des familles se reviennent dans certains villages dès que les opérations militaires s'achèvent.
et que les VDP assurent une présence permanente. Cependant, la fragilité demeure forte. Les déplacements forcés ont bousculé les structures familiales et les réseaux communautaires, et la reconstruction des écoles, des puits et des marchés n'efface pas encore la peur ancrée par des années de conflits. La stabilisation naissante exige une continuité stricte des efforts de défense et de protection. Le dernier groupe renvoie aux institutions locales et nationales, dont la capacité d'action a été durement mise à l'épreuve. Les autorités, autrefois critiquées pour leur distance avec le terrain, reconstituent lentement leur légitimité à travers des visites, des engagements concrets et des initiatives de reconstruction. L'emploi de drones fabriqués localement, capables de détecter plus d'une centaine de camps ennemis, illustre un renforcement technologique qui réduit la dépendance extérieure tout en améliorant la sécurité opérationnelle. Les forces régulières et les VDP, en travaillant côte à côte, reconstruisent donc des lignes de communication, rétablissent que les bases essentielles et montrent que la cohésion institutionnelle peut renaître dans un contexte fortement dégradé. À travers ces 4 groupes d'impact, un fil commun apparaît. La reconstruction n'est pas uniforme, mais les signaux convergent. Une dynamique lente, fragile mais réelle, commence à reprendre possession du pays. La stabilité n'est pas encore acquise, mais elle cesse d'être un mirage. Les prochains mois dessineront une trajectoire décisive pour le Burkina Faso, où chaque décision pourrait accélérer la stabilisation ou, au contraire, rouvrir des brèches encore sensibles. Dans cette période charnière, 3 scénarios distincts émergent à partir des données actuelles et des dynamiques observées sur le terrain. Dans le scénario central, celui d'une stabilisation progressive, l'effort combiné des forces régulières et des volontaires pour la défense de la patrie continue de sécuriser les routes, les villages et les zones rurales autrefois inaccessibles. Les puits restaurés, les écoles réouvertes et la baisse de 35% des attaques au dernier trimestre se maintiennent ou s'améliorent légèrement. Les drones fabriqués localement jouent un rôle accru en renforçant la surveillance des régions sensibles, réduisant les risques d'embuscade. Une stabilisation de ce type créerait un environnement où les habitants pourraient reprendre des activités économiques et où les déplacés commenceraient à revenir de manière plus durable. Cette dynamique nécessiterait cependant une discipline constante pour éviter une stagnation. Dans le scénario optimiste, les progrès s'étendent plus rapidement que prévu. Les 70% de routes stratégiques déjà rétablies deviennent des corridors pleinement fonctionnels, accélérant la circulation des biens et des services. L'engagement populaire des plus de 100 000 volontaires se maintient, et les opérations conjointes éliminent plusieurs positions ennemies. La communauté internationale, observant une amélioration tangible, allège certaines pressions économiques et ouvre la voie à des partenariats plus équitables. Dans cette perspective, le pays entrerait dans une phase de reconstruction soutenue où les infrastructures se renforceraient et où les marchés reprendraient une activité régulière. Le scénario le plus sombre envisage une résurgence de la violence. Les groupes insurgés, profitant de failles locales ou d'un essoufflement des forces civiles, reprennent l'initiative. Les routes deviennent à nouveau dangereuses, les retours se stoppent et les villages évacués se multiplient. Les dommages économiques, déjà estimés à plus de 500 millions de dollars, s'aggravent et le climat de division interne se renforce. Ce scénario impliquerait un risque réel de retour à un conflit prolongé, ralentissant sévèrement la reconstruction. Face à ces chemins possibles, une idée s'impose. Pensez la suite comme un équilibre mouvant, jamais acquis, mais toujours ajustable. La situation du Burkina Faso ne se lit pas seulement à travers les chiffres ou les lignes de front. Elle se ressent dans les trajectoires individuelles et collectives qui composent la vie quotidienne. Pour beaucoup, ce qui se joue actuellement dépasse la question strictement militaire. 3 champs d'impact permettent d'appréhender cette réalité vécue. Le premier concerne ceux qui vivent au plus près des zones libérées.
là où la réouverture d'un puits ou la remise en état d'une école ne représente pas une statistique, mais un soulagement immédiat. Les familles qui avaient fui retrouvent parfois leur maison intacte, parfois en ruine, mais le simple fait de revenir devient une manière de s'ancrer à nouveau. Dans ces espaces, chaque geste de reconstruction agit comme un rappel concret que la normalité n'est pas entièrement hors de portée. Le deuxième champ touche ceux dont l'avenir dépend de la cohésion sociale. Enseignants, commerçants, artisans, jeunes désorientés par des années de violence. Pour eux, la stabilisation récente ne garantit pas encore une reprise économique solide, mais elle ouvre un espace mental nouveau où l'on peut envisager des projets sans craindre que tout s'effondre le lendemain. Cette zone d'espérance modeste mais réelle modifie la manière dont les communautés envisagent leur propre rôle dans la reconstruction. Le troisième champ concerne les observateurs plus éloignés, ceux qui ne vivent-ils pas directement les combats, mais ressentent leurs effets à travers la fragmentation du tissu national. Pour ces groupes, la mobilisation des volontaires et la présence accrue des forces régulières ne sont pas seulement des dispositifs sécuritaires, elles deviennent des signaux que le pays refuse d'abandonner son avenir. Cette perception crée une dynamique d'adhésion qui soutient les efforts locaux et encourage une responsabilité partagée. En filigrane, une idée s'impose. La reconstruction s'incarne d'abord dans les vies ordinaires. Le redressement du Burkina Faso exige désormais une méthode claire, articulée autour d'étapes mesurables qui engagent aussi bien les institutions que les communautés locales. Ibrahim Traoré insiste, dans ses déplacements comme dans ses décisions, sur une logique d'action directe, fondée sur la présence, la cohérence et la coordination. 3 axes structurants émergent de cette dynamique. La première étape consiste à sécuriser durablement les zones récemment stabilisées. Les forces régulières et les VDP doivent maintenir une présence continue dans les villages clés, en renforçant les patrouilles mixtes et en consolidant les points de surveillance. La mesure de progrès se lie dans la réduction des déplacements forcés et la réouverture progressive des axes secondaires. Cette approche offre une base solide pour éviter un retour des attaques soudaines. La deuxième étape vise la restauration accélérée des infrastructures essentielles. La remise en état des puits, des routes et des écoles, déjà amorcées, doit suivre un calendrier strict, piloté conjointement par les autorités locales et les équipes techniques civiles. Le succès se mesure par la capacité des familles à reprendre leurs activités quotidiennes sans interruption majeure. Dans ce domaine, chaque amélioration matérielle devient un levier direct de stabilité. La troisième étape concerne le renforcement de la cohésion interne. Ce chantier repose sur des cercles de dialogue communautaire, destinés à réduire les fractures nées des déplacements et des années de tension. Les responsables locaux, accompagnés de représentants des forces de sécurité, doivent instaurer des mécanismes réguliers d'écoute et de médiation. Le résultat attendu se traduit par une participation citoyenne accrue aux initiatives de reconstruction et par une diminution des tensions intergroupes. Dans cet enchaînement de tâches, un principe demeure constant. La reconstruction réelle naît de la combinaison entre sécurité, service et confiance partagée. Dans les villages où l'on avait vu, au début de la reconstruction, des soldats épuisés et des volontaires réparant un puits effondré, les mêmes gestes reviennent aujourd'hui avec une autre signification. Ce ne sont plus seulement des actes de survie, mais des preuves que la persévérance patiemment accumulée commence à porter une forme de lumière. Les familles, qui replantaient quelques graines dans un terrain encore instable, trouvent maintenant, dans ce rituel simple, une manière de reprendre possession de leur histoire. Au milieu de ces scènes discrètes, Ibrahim Traoré réapparaît parfois, non comme une figure lointaine, mais comme un témoin direct de ses efforts silencieux. Sa présence, enracinée dans le terrain plutôt que dans les symboles, renvoie à ce moment précis où le pays avait semblé vaciller mais n'avait pas cédé. Ce rappel fait écho aux premières images de P4. Fatigue, poussière, incertitude. Et pourtant,
une détermination intacte. Dans cette redéfinition progressive du quotidien, un fil s'impose avec clarté. La dignité se reconstruit pas à pas. Et c'est peut-être dans la continuité de ces gestes, modestes et répétés, que se dessine l'avenir le plus solide. Lorsque le soleil descend lentement sur les terres, encore marquées par les combats, une image simple domine. Celle d'un pays qui, malgré les épreuves, refuse de renoncer à son avenir. Dans les marchés qui reprennent vie et vie, dans les écoles rouvertes, dans les villages où l'on remet en état un puits ou un champ, se dessine une énergie collective qui dépasse les mots. C'est une manière d'affirmer que la reconstruction n'est pas seulement l'affaire des forces engagées, mais un mouvement qui traverse la société tout entière. Cette histoire, faite de patience, de blessures et d'élan minuscules mais répétés, appartient désormais à ceux qui veulent comprendre ce que signifie tenir debout dans l'adversité. Elle interroge chacun sur ce que représente la dignité retrouvée et sur la manière dont un peuple peut se relever en partant de gestes modestes. Alors, que retenir de cette trajectoire, sinon l'idée que la résilience se construit ensemble? Et surtout, que ferions-nous, nous-mêmes, face à un tel défi collectif ?